Une question préalable. Par rapport à votre nom de famille, quand j'étais étudiant, donc ça remonte il y a 30 ans, il y avait dans ma promo une Hélène Ankawa. C'est votre famille par hasard? Non, malheureusement, alors la famille est très très grande en fait, et on ne connaît pas tout le monde en réalité. Donc moi personnellement, non, je ne connais pas d'Hélène Ankawa, mais avec un A, A-N-K-A-W-A. Oui, oui. C'est bien orthographe. Bon Laurent, merci. Donc comme je vous le disais à la seconde, comme je te le disais à la seconde, parce qu'on a décidé de se tutoyer dans la première seconde. J'enregistre cet entretien juste voilà pour toute cette communauté de lecteurs qui a rejoint ce programme un peu improvisé avec le confinement. Et alors que je faisais quelques Facebook Live, je me suis dit pourquoi pas inviter des gens qui m'inspirent, parce que souvent on me disait mais qu'est-ce que tu lis comme lecture, qu'est-ce que tu regardes comme conférence, etc. Et ton nom est ressorti parce que je trouve que tu es une personne inspirante, même si je ne te connais pas. Et il y a effectivement plusieurs façons d'inspirer les gens. On n'est pas obligé de se connaître pour inspirer les autres. Et ça, c'est un point important pour moi. Alors, je ne te connais pas en tant que personne, mais ce qui m'inspire chez toi, c'est les livres que j'ai pu lire, donc les valeurs que tu as pu transmettre, l'audace que tu as eue peut-être de partager aussi des choses que tu as appris depuis des années à travers tes voyages, à travers ton parcours personnel aussi. Et ça m'inspire, parce que toi, je ne te connais pas encore et je suis ravie de découvrir, et merci d'avoir répondu présent, ce qui ne m'étonne pas du tout au vu de ce que tu fais de ce que tu fais et que tu offres aux autres. Mais merci pour ce temps, parce que c'est toujours un cadeau que de se dire pendant cette seconde-là, on est ensemble et t'es pas ailleurs. Pendant cette seconde-là, tu m'offres ta seconde à toi, ce moment à toi, et tu n'es pas avec d'autres. Donc c'est un choix. Alors voilà, le projet, c'est de faire un live avec cette communauté. Ça va durer à peu près, ça dure généralement, le live dure une demi-heure et j'aime en faire intervenir les gens 20 minutes, 25 minutes autour d'une question qu'on va définir ensemble là pendant ce moment ensemble. Et puis on laisse émerger ce qui se passe. Alors avant, j'ai quelques questions à te poser là, pour toi, pour te connaître un peu et pour que les autres te connaissent, même s'ils te connaissent évidemment à travers tes livres. Beaucoup de gens, en tout cas de ma communauté, te connaissent à travers tes livres. Puisque d'ailleurs, quand j'ai dit pourquoi pas inviter Laurent, je vais essayer, je vais l'appeler, on verra. Et là, tout le monde, ah oui, Laurent. Donc déjà, tu étais déjà prédisposé. Alors, j'aimerais te poser cette question parce que j'ai entendu évidemment au-delà de tes livres des interviews que tu avais faites et des conférences que tu avais faites. Et j'aimerais te poser une question de aujourd'hui, qui tu es. Et non pas en tant qu'auteur, non pas en tant qu'homme, non pas en tant que mari de, non pas en tant que père de, non pas en tant que… Qui tu es aujourd'hui? Je vois que tu as vu l'un de mes TEDx à Marseille. Exactement, mais bien d'autres. Je commençais en effet en m'adressant au public comme ça, mais qui êtes-vous? Et finalement, si je vous posais vraiment cette question, vous soyez embarrassés pour répondre, puisqu'on a tous naturellement tendance à répondre en se définissant par notre nom déjà, mais aussi par ce que l'on fait, ou par notre métier, ou par nos qualités, etc. Sauf qu'on n'est pas que ça, on ne se résume pas à ça. Et donc la question, c'est si je ne suis pas ça, qui suis-je si je ne suis pas ça? Alors, tu commences très fort, parce que tu poses tout de suite une question qui me pousse à répondre à un niveau spirituel. Et ça me va, Laurent. Et ça me va. Si toi, ça te va, évidemment, tu as tous les jokers possibles. Tu as tous les jokers possibles de dire Maud, je ne réponds pas à tes questions. Mais si toi, ça te va, j'ai envie, effectivement, parce que je ne veux pas te prendre trop de temps, aller vraiment dans ce qui a du sens pour toi, ce qui a du sens pour moi et ce que je crois qu'il pourrait faire du bien aux autres. Ok. Alors, pour répondre à cette question, il est utile, je pense, de commencer par répondre par la négative. Alors, on a commencé en disant je ne suis pas mon métier, je fais autre chose que ce que je fais, je ne suis pas mes qualités, parce que d'autres peuvent avoir les mêmes, et pourtant c'est différent. Je ne suis pas mon nom, j'aurais pu avoir un autre nom, etc. etc. Et si on pousse ce raisonnement encore plus loin, on pourrait même dire que je ne suis pas qu'un ensemble d'atomes, de molécules qui forment mon corps, d'accord, que l'on peut voir, qu'on peut toucher, donc il y a bien quelque chose de matériel me concernant, et en même temps, je ne suis pas que ça. Alors, pour quelle raison? Déjà, l'une d'elles est que les physiciens, et en particulier les physiciens quantiques, qui s'intéressent à l'infiniment petit, savent que la matière, en fait, que l'on voit et qu'on peut toucher comme étant solide, en fait, elle est essentiellement constituée de vide. Parce que oui, il y a des atomes, assemblés en molécules, mais il y a énormément de vide entre ces atomes. Et il y a tellement de vide que finalement, alors je ne me souviens plus le pourcentage, mais peu importe, l'immense majorité de ce que l'on croit être nous est en fait
de vide, ce qui est un petit peu dérangeant d'ailleurs. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est du vide et en même temps, c'est pas vraiment du vide puisqu'il se passe des tas de choses. Il y a des flux d'énergie, il y a un aspect ondulatoire à l'être humain, il y a des ondes. Donc, il y a un certain nombre de choses déjà qui sont autre chose que de la matière. Déjà, ça, c'est assez intéressant. Parce que, par exemple, quand on pense à nous, au-delà de la matière, on pense bien sûr à l'esprit, l'âme, la conscience, hein, on peut appeler ça de différentes manières, mais on pense aussi à nos émotions. Et on sent bien, on sait bien que nos émotions ont absolument peu de rapport avec les atomes qui constituent notre corps. D'accord. Alors certains peuvent dire oui, mais les émotions trouvent leur siège dans la partie, la couche limbique du cerveau, donc ça vient bien de la matière quelque part. Oui, oui, et peut-être pas complètement, d'ailleurs. Et peut-être pas complètement. Ou en tout cas, on sait tous que l'émotion, elle peut être induite, et elle est très souvent elle est induite par l'extérieur, par la parole de quelqu'un, que c'est une parole gentille ou qui interpelle de manière d'une autre, ou blessante d'ailleurs. Donc ça me donne des émotions, et ça vient bien de l'extérieur, et ça passe pas par de la matière. On est d'accord, parce que ça vient de la parole ou autre. Donc ça veut dire que je ne peux pas non plus me définir complètement par mes atomes. Ce qui pose la question de qui suis-je? Qui suis-je? Et notamment, qui est cette personne qui dit je? Donc là, voilà, moi, Laurent Gounet, je dis je réponds à Maud Ankawa, mais oui, mais qui est le je, quoi? Et donc, qui est cette conscience? Alors, le propre de l'être humain, c'est d'avoir une conscience autoréflexive, c'est-à-dire qu'on a conscience d'avoir conscience. Et ce qui nous donne encore plus le sentiment que notre conscience, elle est enfermée dans notre personne, dans notre corps. Et puis on croit, parce que la science nous y aide par l'étude du cerveau, on peut croire que notre conscience est une sorte de sous-produit de notre cerveau. D'accord? Sauf que de plus en plus d'éléments, d'expériences, et même maintenant de recherches en cours, hein, pas finalisées, il faut quand même le préciser, tendent à prouver que non, la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau. Et que la conscience, donc, existerait en dehors de ce cerveau. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les expériences de mort imminente qui ont été vécues de par le monde. Enfin, on peut en parler longtemps et c'est passionnant, mais toutes ces choses-là tendent à prouver en effet que la conscience, elle est encore là, même quand le cerveau ne fonctionne plus, même lorsqu'on est dans le coma, même lorsque, comme le professeur Nibel Alexander, on a eu une partie du cerveau complètement détruite, on peut encore être conscient d'un certain nombre de choses. D'accord ? Et donc, si cette conscience n'est pas un sous-produit de mon cerveau, alors c'est encore plus compliqué de répondre à la question qui suis-je? Et à partir de là, d'ailleurs, bon, à part à appartenir à une religion et avoir des réponses toutes prêtes, mais sinon on ne peut aller que sur des hypothèses si on veut être vraiment sérieux. Bon, moi, une hypothèse que je fais est de dire que déjà ma conscience, si elle en effet n'est pas localisée dans mon cerveau, eh bien, elle existe tout à fait indépendamment de mon corps, ce qui présuppose à ce moment-là que, à la mort de mon corps physique, ma conscience va perdurer. Sous quelle forme, je ne sais pas. En plus, je n'ai pas de réponse toute faite. Je ne vais pas vous sortir une vision très précise, puisqu'on ne peut faire part que d'hypothèses, de ressentis, de convictions. Donc déjà, moi, j'ai cette conviction que mon âme existe indépendamment de moi et indépendamment de la vie de mon corps physique. Et deuxièmement, parce que je ne réponds toujours pas à qui suis-je, qui est ma conscience, eh bien, je crois, vraiment, je prends des précautions, je n'ai pas de certitude, mais je crois que ma conscience, à moi, individuelle, est en fait une sorte de fragment d'une conscience plus générale, une conscience plus collective, et donc qui finalement n'aurait un peu rien à voir avec ma personne. Et sauf que m'étant incarné comme chacun dans un corps, d'accord, la définition de l'incarnation, qu'on en incarne la peau, quoi. Donc étant incarné, eh bien, il se trouve que j'ai été doté d'une psyché et d'un ego. La psyché, hein, qui m'amène à réfléchir, là, pour le coup, c'est vraiment un peu le cerveau, et mon ego exige de moi, ou en tout cas font que j'ai envie d'exister tout à fait indépendamment des autres. J'ai envie d'avoir une existence en propre, et non seulement d'exister indépendamment des autres, mais voire même d'être meilleur que les autres, d'être plus grand, plus beau, plus intelligent, plus cultivé ou je ne sais quoi encore. Mais il y a l'ego, chacun de nous a envie de se distinguer des autres. Et donc, tout faire pour se prouver qu'il n'est pas comme les autres. Et pour moi, en fait, ce mécanisme de l'ego, qui est tout à fait naturel, il ne faut même pas se blâmer pour ça, ce mécanisme de l'ego, en fait, nous rend malheureux. Nous rend malheureux parce qu'il nous coupe de ce que nous sommes réellement, et je pense que ce que nous sommes réellement
est précisément un fragment d'une conscience beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Je pense que nous appartenons à peut-être ce que les Amérindiens appellent un grand tout, quoi. On peut appeler ça l'univers, on peut même appeler ça Dieu. Si Dieu existe, je ne suis pas marié à une religion, mais si Dieu existe, pour moi, c'est certainement pas un vieux barbu sur son nuage, tout puissant qui décide de tout et qu'il faut prier pour obtenir des choses ou en éviter d'autres, d'accord? Si Dieu existe, pour moi, c'est plutôt une espèce d'entité qui nous englobe tous et nous sommes une fraction de Dieu à ce moment-là, d'accord? Donc voilà, donc ça donne une réponse à ta question qui est finalement pas très précise et qui ne peut pas l'être. Mais je dirais que une piste pour moi de réponse est de se dire je ne suis pas ce que je crois que je suis, c'est-à-dire que je ne suis pas cet être qui se croit indépendant, mais je suis plutôt un fragment d'un grand tout. Et dans le je ne suis pas ce que je crois que je suis, est-ce que ça voudrait dire je ne suis pas ce que mon ego veut me faire croire? Parce que je suis derrière quelque chose de bien plus grand, bien plus large, qui pourrait être dans cette unité globale et que si, d'ailleurs, je prenais un peu de recul, chaque personne se retrouverait dans cette unité globale puisque on est ça et simplement notre ego nous fait croire ce qu'il veut nous faire croire. Oui, tout à fait. Tu vois, là, tu es en face de moi sur ton écran. C'est la première fois de ma vie que je te vois, d'ailleurs. Et en fait, ça peut sembler un peu fou de dire ça, mais quelque part, je suis toi et tu es moi. Et j'en suis sûre. C'est bien les propos de mes écrits aussi. Et ce travail sur l'unité, c'est vraiment pour moi le travail d'une vie. Je te comprends d'autant mieux que, évidemment, ça me parle énormément. J'ai même une anecdote, si tu veux, qui le prouve quelque part. Dis-moi, au contraire. D'entrée de jeu, on disait, voilà, on peut tous avoir tendance à se définir par notre métier, par exemple. Voilà, je suis écrivain aujourd'hui, en plus, par chance, c'est valorisant, donc je peux avoir vraiment envie de me définir comme ça. J'ai une preuve irréfutable que je ne peux pas me définir par ça. Cette preuve, c'est une anecdote que j'ai vécue. Je suis lié d'amitié à un autre écrivain que tu dois connaître, qui s'appelle Bernard Werber. Donc, on se voit régulièrement chez moi, chez lui, on se parle au téléphone. On parle de plein de choses, mais on ne parle pas des livres qu'on est en train d'écrire. On n'a pas décidé, c'est comme ça, on a d'autres choses passionnantes à échanger. On ne parle pas de nos bouquins. Sauf qu'il y a un an et demi, lorsque j'ai publié mon dernier roman, Je te promets la liberté, il se trouve, vraiment c'est un hasard, qu'il est sorti quelques jours après celui que lui venait de publier, qui s'intitule La boîte de Pandore. Et je certifie qu'on n'a pas échangé un mot c'est fabuleux, ça. sur nos romans, d'accord ? Sauf que mon roman, mon histoire, Je te promets la liberté, se passe sur un bateau, essentiellement. L'essentiel de l'histoire se passe à bord d'un bateau. L'essentiel de La boîte de Pandore de Bernard Werber se passe à bord d'un bateau. Moi, c'est l'histoire de quelqu'un qui, tous les jours, va changer de vie en changeant de personnalité. Lui, c'est l'histoire de quelqu'un qui, tous les jours, va changer de vie en visitant les vies intérieures. Mon bateau porte un nom mythologique. Le Pygmalion, son bateau porte un nom mythologique. Pandore, c'est juste. Et dans les deux cas, la personne qui amène le héros, l'héroïne en l'occurrence, à changer de vie, le fait sous hypnose. Dans les deux cas. On ne s'est absolument pas concerté. Et j'en suis sûre. Et probablement, vous n'avez jamais parlé de ce genre de choses même ensemble. Je ne me souviens plus. En tout cas, oui. Oui. Vas-y, je t'en prie. Et donc la question derrière ça, parce qu'on peut dire, oui, c'est magique, c'est marrant. C'est ma question, oui. Ça peut être un hasard, mais en même temps, voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments. Ça ne peut pas être un hasard. Donc la question à ce moment-là, c'est d'où viennent ces idées? Que mon ego pourrait avoir très envie de dire c'est mon cerveau génial. Oui, voilà, sauf que là, il y a quelqu'un d'autre qui a eu quasiment la même idée en même temps. Donc, elle vient peut-être pas de notre cerveau, en fait, cette idée. Et elle vient peut-être, d'ailleurs, même dans ce que tu disais, de ce monde unique dont on fait tous partie, et vous êtes allé chercher une information là, ou alors on vous a passé une information là, au même moment, comme il y a des milliards d'informations à partager, vous êtes allé chercher cette information-là. Ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, parce que d'autant plus, parce que vous n'en avez pas parlé ensemble, on va avoir d'ailleurs, ces deux livres sont deux visions, même s'il peut y avoir des similitudes d'endroits, de partage, d'événements, etc. Ce sont quand même deux livres différents avec tout ce que vous y amenez de votre amour. Et quand je parle d'amour, c'est avec un grand A, de cette zone unique où on est tous reliés, et ça je le crois. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Merci pour ce partage et merci pour cette anecdote.
Et alors, j'aimerais rester un tout petit peu là, parce qu'effectivement, je pense que, parce que de là, tout est possible. C'est ce que j'entends, c'est que tout est Ah possible. oui. La question, c'est comment tu fais toi pour te relier à ça? Parce que j'entends que c'est déjà là. C'est mon ego qui me fait croire à un film qui n'existe pas. Comment tu fais pour à un moment faire taire cet ego et être dans le vrai? Le vrai, c'est cette unité. Le vrai, c'est effectivement que mon mental, mon ego ne peut pas imaginer que tu es moi, que je suis toi, que la table, l'ordinateur qui est devant nous, c'est pas moi aussi, que cette matière n'est pas. Tout ça n'est qu'un. Cette énergie, on peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler Dieu, etc. Ça peut être simplement une énergie aussi, si on ne veut pas y mettre de mots. Mais comment tu fais pour qu'à un moment, bah, ces lunettes de ton ego qui te font croire que tu es toi et dans ton petit toi, dans ton ego, etc., et tu puisses t'en détacher pour justement reconnecter ça. Parce que c'est ça le vrai sujet pour les gens, c'est de Ouais, dire, ouais. ok, je veux bien vous croire avec vos histoires, mais qu'est-ce qu'il y a derrière et comment je fais, moi, qui ne ressens pas ce que vous ressentez? Tu vois le truc? Oui, 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 très bien. En fait, la réponse, c'est comment se libérer de l'ego, finalement, puisque c'est l'ego qui nous empêche de vivre cette unité. D'accord? Eh bien, en fait, la réponse est paradoxale. C'est-à-dire que, selon moi, pour se libérer de l'ego, il faut, dans un premier temps, développer son ego. Développer un ego sain, en fait. Ah, super. Et développer un ego sain, ça a l'air très compliqué. En fait, c'est relativement simple, quoique. En fait, c'est apprendre à s'aimer, quoi. C'est apprendre à s'aimer jusqu'à être absolument convaincu voilà, que je suis quelqu'un de bien. Chacun de nous peut se dire ça. Chacun de nous peut se dire, voilà, je suis quelqu'un de bien. Finalement, j'ai rien à prouver à personne. Voilà, au même tel que je suis, et même si je ne fais rien d'ailleurs. Donc, indépendamment de mes réussites, de mes échecs, de ce que je peux faire, de ce que je sais faire, de mes connaissances, de mes compétences, de mes qualités ou de mes défauts, je suis quelqu'un de bien de toute façon. Et, et en être convaincu, c'était vraiment apprendre à s'aimer véritablement, ce qui n'est pas forcément évident, parce que dans notre culture judéo-chrétienne, on a plutôt tendance à justement à avoir écrasé notre ego. Alors, surtout pour les gens de notre génération. Je suis un peu plus âgé que toi, mais moi, en tout cas, quand j'étais gamin, la plupart des jeunes, hein, je n'étais pas une exception, hein, avaient des parents qui étaient plutôt assez durs, très exigeants, et qui mettaient plutôt notre attention sur nos imperfections. Et du coup, c'est ça qui crée des blessures narcissiques et qui font qu'après, bah, l'ego éprouve le besoin de prouver notre valeur. D'accord? Donc la solution, elle n'est certainement pas de réprimer son ego, elle est au contraire de voir à quel point on est quelqu'un de bien. Et c'est vraiment quand on sera absolument convaincu qu'on est quelqu'un de bien et que les autres, d'ailleurs, ne passent pas leur temps à nous juger ou à nous jauger, qu'à ce moment-là, il y a une espèce de lâcher prise. C'est à ce moment-là, on peut vraiment se détendre. Et à ce moment-là, à partir du moment où on se détend, c'est l'ego aussi qui se détend, qui se dissipe, qui s'évanouit quelque part. Et à ce moment-là, on peut passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? Mais c'est la vraie vie, quoi. Parce qu'à partir du moment voilà, où je cesse de pouvoir prouver que j'existe et que j'ai de la valeur, etc., c'est à ce moment-là où je me connecte vraiment aux autres. Et c'est à ce moment-là où je peux vraiment savourer la vie, dans le sens où savourer de vraies relations, et donc vivre ce lien dont on parle depuis tout à l'heure, cette unité. Autrement dit, tu dis, voilà, c'est accepter son ego pour ce qu'il est, et puis enfin, travailler, comprendre ce jeu d'ego, Mhm. apprendre à s'aimer. Apprendre à Oui, s'aimer, c'est un chemin, comme tu l'expliques. Il y a oui, des ah, Clément. croyances, il y a toute une éducation, il y a, bon, il y a ce qu'on nous a appris et on y a cru quand nos parents nous disent c'est comme ci, c'est comme ça, quand la fille, quand notre culture nous dit bah, il faut faire ci, il faut faire ça, même si ça ne nous correspond pas, ben, on le fait parce qu'on est des enfants bien élevés, etc. Et puis on se rend compte que finalement ça ne nous convient plus complètement. Donc c'est apprendre à s'aimer, apprendre petit à petit. Et c'est vrai que ça se fait pas, hop, je fais ça et tout vient. Et encore que ça pourrait se faire dans la seconde s'il y avait une vraie prise de conscience, mais ça prend du temps. Mais c'est pas si facile, parce qu'on a quand même des ancrages, on a des habitudes de pensée, ça dépend beaucoup de l'éducation, mais tu vois, si on a été habitué pendant 15, 20, 30 ans, mais ne serait-ce que les 15 premières années, tu vois, où on est vraiment sous l'emprise des parents ou des personnes qui nous élèvent, si on a pris l'habitude de voir tout ce qui n'allait pas en nous, bah, c'est sûr que ça crée des liens neuronaux quand même bien ancrés, bien forts. C'est pas évident de s'en défaire. Il y a des moyens, hein, Et beaucoup. la bonne nouvelle, on est d'accord, hein, c'est qu'on peut s'en défaire. Oui, mais souvent, il faut l'aide d'un thérapeute, il faut parler clairement, il ne faut pas le cacher aux gens non plus. C'est pas juste parce que j'ai conscience qu'en fait, je suis quelqu'un de bien, mais je ne l'ai jamais su jusque-là, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a vraiment des protocoles thérapeutiques qui nous amènent à voir cette réalité-là, à se libérer de ce qu'on appelle les croyances limitantes sur soi, notamment. Bon,
sur soi, sur ses capacités, etc., pour se voir tel qu'on est brut, j'ai envie de dire, et voir que nous sommes une belle personne malgré ce qu'on appelle nos défauts. Exactement. Tu as fait ce chemin, hein, tu le dis à dans différentes conférences, que tu as fait ce chemin de te faire aider, justement, d'avancer, et puis et on en est toujours presque au commencement, même si quand on détend d'1%, c'est déjà énorme. On a l'impression que plus on avance et plus on a de choses à apprendre. Mais comme tu le disais aussi, plus on va vers soi, plus on s'aime vers soi, et plus on détend cet ego, et plus on se sent bien soi avec soi. Ouais. Moi, tu vois, je trouve que ce qui est le plus dur, c'est le début, en fait, quand on entreprend une démarche thérapeutique. Parce qu'au début, voilà, on a ces fameux liens neuronaux qui créent des habitudes de pensée, une façon de voir les autres. Et ça, c'est très ancré en nous. Et à partir du moment où on commence à travailler dessus, c'est dur au début d'accepter, de se voir autrement, de voir le monde autrement, de faire évoluer nos relations, nos comportements. À partir du moment où on a commencé, on en retire de tels bénéfices que après, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. Et au bout d'un moment, on peut continuer sans thérapeute. Et puis la peur aussi quand on se lance, de se dire mais qu'est-ce que je vais découvrir, qu'est-ce que je vais voir. Comme toujours, quand on se lance dans quelque chose, il y a toujours une peur de mais moi je ne sais pas qui je suis en dehors de ce que je connais de moi et de mes croyances, etc. Oui, et puis pour être honnête, on ne se libère jamais totalement de son ego, enfin, sauf si on est un sage abouti, un maître en lévitation, ce qui va mon cœur. Et tout va bien d'ailleurs avec ça, non? Et tout va bien, c'est-à-dire, voilà, c'est normal qu'à un moment donné, l'ego revienne et nous voilà, et biaise un petit peu notre quotidien, et c'est OK une fois de plus. Mais c'est Voilà. d'avoir la conscience déjà qu'il y a cet ego qui nous trompe la réalité. Oui, complètement. Merci pour ça. Alors, j'aimerais t'amener, et merci d'avoir amené cette profondeur dans la discussion. Je suis très touchée de ça. Je suis très heureuse de ça et très heureuse d'avoir pensé à l'enregistrer pour partager ça, vraiment. Alors, j'ai une question sur quelle est ta vision de ce qui nous arrive là, de cette pandémie, quelle est ta vision à toi? On n'est pas là pour voilà. Évidemment que on le sait, c'est grave il se passe des choses graves, mais on n'est pas là pour juger ça, mais plutôt ta vision à toi de ce qui arrive, de ce que tu en vis. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? D'abord, je voudrais dire, la première chose à dire, c'est que c'est une période qui est très compliquée pour tout le monde et qui est source d'angoisse parce qu'on est nombreux à avoir des parents âgés qui sont des cibles potentielles de cette saleté de virus, d'accord, des parents âgés ou des personnes qui, sans être âgées, vont être plus faibles et donc plus à risque. Donc, voilà, c'est normal d'avoir peur, hein, je dirais, et on est tous, moi y compris, voilà, j'ai une vieille mère, donc j'ai peur pour elle, quoi, et c'est normal, je dirais. Donc ça, c'est le premier point. Au-delà de ça, je dirais que c'est légitime aussi d'avoir des préoccupations sur le plan économique, sur le plan matériel, parce qu'on voit bien que c'est quand même un tsunami terrible sur le plan économique. Enfin, il y a plein de personnes qui, quelle que soit leur profession, qui exercent en indépendant ou comme salariés dans les entreprises, qui sont touchés ou qui risquent de l'être à l'avenir. On voit bien à quel point ça va être très, très, très compliqué pour des entreprises. Donc là, pour l'instant, on vit le confinement et c'est drôle pour personne, mais les lendemains risquent d'être encore plus compliqués, d'accord, sur le plan matériel et économique. Par chance, en France, on a quand même un certain nombre d'amortisseurs sociaux, un système qui est assez protecteur, donc il devrait limiter la casse. Mais je comprends que beaucoup soient angoissés sur le plan économique. D'accord, c'est pas évident. Alors, ceci étant dit, je dirais que comme dans plein de situations, moi j'ai coutume de dire que dans la vie, rien n'est que négatif ou que positif. C'est une vision un peu manichéenne et un peu simpliste, finalement, de dire il m'arrive cette chose, c'est bien, ou il m'arrive telle chose, c'est un coup dur. En fait, c'est quasiment jamais ça. C'est tout ce qui nous arrive dans la vie, tous les événements, même les choses très personnelles, comme je sais pas, des échecs ou autres, engendrent en général en même temps des effets positifs et des effets négatifs. D'accord? Ça, c'est un peu comme ça que le monde fonctionne. Et donc, la question par rapport à ça, après avoir parlé de tous les effets négatifs actuels ou potentiels de cette période de coronavirus, la question est de se dire qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de positif éventuellement? Alors moi, il y a une première chose qui m'a surpris, c'est un sondage qui est paru il y a quelques jours qui montrait que 60% des gens interrogés par les sondeurs
disait trouver des aspects positifs au confinement. Je ne parle pas du virus, de la maladie Sûr, bien sûr. et des décès terribles, évidemment, qui frappent les familles et qui les endeuillent. On ne parle pas de ça. Vraiment juste par rapport au confinement, en fait, d'être confiné, enfermé chez soi, a priori, on pourrait dire que c'est quand même pas drôle. Il y a 60% des gens, pendant tous ne vivent pas dans une maison avec un grand jardin, j'imagine, il y a 60% des gens qui y trouvent des aspects positifs. Alors là, pour moi, il y a tout de suite un premier espoir qui est de dire, et c'est pas moi qui l'ai inventé, on sait bien que notre mode de vie est quand même problématique. Problématique, on dit souvent pour la planète. Moi, je dirais pas tant pour la planète que pour les conditions de la vie humaine sur Terre. Oui, Moi, la planète elle vivra sans nous. Elle a déjà ah, vécu voilà. des milliards d'années sans nous. Donc Exactement. le problème, il n'est pas tellement pour la planète, il est plutôt pour le fait que nous, on puisse continuer à vivre avec la planète. Exactement. Et ça, je crois que c'est la grande erreur, je vais lâcher un gros mot, la grande erreur marketing des écologistes depuis 20 ou 30 ans, c'est de dire qu'il faut sauver la planète. Non. Donc, l'être humain, il a déjà du mal à se sauver lui-même. Souvent, c'est vrai. Elle n'a pas besoin de nous. Il y a un cancer ou autre, suite à une maladie, on voit que c'est super dur. Alors, se sauver pour quelque chose qui est extérieur à nous, laisse tomber. Okay. Donc, la question n'est pas de sauver la planète, elle vivra après nous. Bien sûr. La question, c'est de sauver les conditions de la vie humaine sur Terre, ou en tout cas d'une vie humaine à peu près agréable. Et ça, il faut quand même avoir à l'esprit que le dérèglement climatique, c'est pas rien. Si on vient de se taper 8 mois de pluie, c'est quand même une conséquence du réchauffement climatique et ça va s'accentuer. Parce que j'entends parfois certaines personnes dire réchauffement climatique, c'est génial, on va avoir l'été toute l'année. Non, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Température plus élevée veut dire plus d'évaporation des océans, beaucoup plus de pluie dans les régions tempérées comme la nôtre, comme la France. Et inversement, voilà, on sait un désert accru en Afrique, dans les zones subsahariennes, etc. Enfin, donc, ça risque d'être un peu l'enfer pour tout le monde, un enfer différent d'une région à l'autre de la planète, mais quand même un enfer pour tout le monde, il faut quand même le dire. Et puis au-delà de ça, et juste de la qualité de la météo, je dirais, on sait bien que c'est en train de bouleverser terriblement tous les équilibres écologiques. Enfin, c'est vraiment juste énorme ce qui est en train de se passer. Et jusque-là, on se plaint. Oui, mais on continue comme avant. On continue de faire des petits voyages un peu loin parce qu'ils coûtent moins cher que les vacances en France, ou de changer de vêtements, de faire un vêtement tous les 4 matins parce que mon ego le réclame. On va reboucler sur la première question. Ou d'acheter tout simplement des produits qui viennent de l'autre bout de la planète alors qu'on les produit en France. Qui est en train un petit peu de muter là dans cette période de confinement, de se dire tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et voilà. Et donc c'est là où il y a un espoir, l'espoir d'un effet positif, c'est une prise de conscience. Là, on est quand même, rien qu'en France, des millions, des dizaines de millions à se dire, c'est quand même un peu ballot. Construire des masques, par exemple, c'est quand même pas très sorcier. En France, on sait fabriquer des Airbus et des fusées qu'on envoie dans l'espace, et on sait apparemment quasiment plus fabriquer des masques. Ça interpelle quand même. Sauf que les masques, comme on le sait, ils sont maintenant fabriqués à l'autre bout de la planète, et comme tout le monde les fait fabriquer là-bas, maintenant c'est la course. On a entendu hier que les Américains avaient négocié, ils avaient mis 3 fois plus cher sur la table pour rafler le stock qui était destiné à un avion français. Du coup, c'est pas nous qui les aurons. Et je dis ça que le sourire, mais en même temps, c'est catastrophique, puisque même si le gouvernement essayait de nous faire croire que les masques ne servaient à rien, ça c'était pour nous faire avaler la pilule de l'absence de stock. Mais la vérité, c'est que vous prenez Hong Kong, le Corée du Sud ou le Japon, ils ont tous des masques et la maladie ne se développe pas. Donc, c'est super utile. D'accord ? Donc, moi, j'ai un espoir par rapport à cette période, une prise de conscience que, la mondialisation est quand même une absurdité. D'accord ? Qu'on fasse venir des choses de loin parce qu'on ne sait pas les produire en France. Ok, très bien. Mais qu'on fasse venir, quand je vais au supermarché du coin et que je vois de l'agneau de Nouvelle-Zélande, alors qu'à 3 km de chez moi, on produit de l'agneau, je me dis, il y a quand même un problème. Et pourquoi on achète celui-là? Parce qu'il coûte moins cher, parce que ceci. Les légumes, c'est pareil. Tu parles de ça, mais les légumes qu'on va importer d'Espagne ou d'ailleurs, alors que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Des petits marchés, des petits paysans qui offrent qui vendent leur production. Et bizarrement, on retrouve ces goûts-là. Moi, j'habite Paris, et je ne te parle pas même d'habiter en pleine campagne. Même à Paris, on commence maintenant à avoir des produits locaux, c'est-à-dire pas très loin de Paris, plutôt que d'acheter des trucs, des tomates qui arrivent d'Espagne ou d'ailleurs. Regarde, pourquoi est-ce qu'on vend en France des kiwis de Nouvelle-Zélande? On produit des kiwis en Bretagne, on produit des kiwis dans le sud-ouest. On leur fait faire 20 000 km, on crame du pétrole sur 20 000 km pour faire venir
un kiwi qu'on sait fabriquer à côté de chez nous. C'est juste aberrant. On marche sur la tête complètement. D'ailleurs, on se demande comment ils peuvent être moins chers avec tout ce pétrole dépensé plutôt que de les acheter, mais même, tu vois, à côté de chez nous. Donc, il y a effectivement une aberration. Et pour rebondir, oui, tu dis, il se passe quelque chose. Dans ce revers de pièce, si beaucoup de choses sont moins chères quand elles sont fabriquées à l'autre bout du monde, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des charges sociales en France qu'il n'y a parfois souvent pas dans les autres pays. Sauf que c'est notre choix en France d'avoir un système social qui protège les gens. Et forcément, ça a un coût. Donc, c'est un choix. On choisit de protéger les gens, d'avoir une sécu, d'avoir du chômage, etc. Bah, forcément, il faut payer pour ça. Tout a un prix. Et en même temps, on ne peut pas demander à nos pauvres entrepreneurs français de payer ces charges sociales qui sont énormes. Hein. Sur un salaire français, en moyenne, l'entreprise va payer 42% de charges patronales et puis chacun de nous va payer, enfin, les salariés vont payer 20% en plus. Donc, c'était 62% du salaire. C'est énorme. Donc, évidemment, un entrepreneur français ne peut pas être compétitif avec un entrepreneur chinois ou indien qui va payer zéro, quoi. C'est juste impossible. C'est ça, en fait, qui fait que ça coûte moins cher de payer du pétrole. Mais en même temps, non seulement on pollue la planète, et en plus, on coule les entreprises françaises. C'est complètement aberrant. Donc, moi, j'espère que cette période difficile, problématique qu'on est en train de vivre, va amener ce genre de prise de conscience. Simplement parce qu'on voit le problème sur les masques ou les médicaments, quoi. On va peut-être le généraliser, l'étendre à d'autres domaines. Donc là, j'ai un véritable espoir. Puis j'ai un autre espoir, je dirais, Maud, un espoir lié vraiment au confinement. Qu'est-ce qui se passe pendant le confinement? Ok, on est à la maison, il n'y a plus rien à faire. On bosse en télétravail, bien sûr, mais on ne va pas sortir pour aller à gauche, à droite, faire une petite virée. On va beaucoup moins agir, finalement, on fait beaucoup moins de choses, sauf qu'on a nos enfants à la maison, pour ceux qui en ont en tout cas. On a nos enfants à la maison, et moi, l'espoir, c'est que beaucoup de gens réalisent qu'en fait, le bonheur, il est quand même vraiment là, quoi. Il est là, il est dans les relations. Alors, on est privé de relations amicales, et ça, moi, je trouve ça dur. Bon, on a des relations familiales. Ça n'empêche pas, voilà, de s'appeler, de voir. Oui. Mais comme tu dis, oui, en tout cas, tu es face à ça, à vivre ce bonheur-là, si tu te poses dessus. Oui. Et moi, j'ai quand même beaucoup de mes amis, et je pense que je ne suis pas un cas isolé, j'ai beaucoup de mes amis qui me disent c'est quand même super agréable de pouvoir profiter de nos enfants, de les avoir en permanence, même s'il y a des petits conflits, c'est normal. Mais il y a des choses tu peux prendre le temps de faire des choses que, bon, l'école fait que tu n'avais pas le temps, toi, ton boulot, etc. Et là, il y a ce temps. Oui, ok, j'ai plus les plaisirs que j'avais avant pour ceux qui avaient les moyens, par exemple, de se payer des restos ou autres. Ok, j'ai plus ça, mais en même temps, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, et finalement, parce que c'est pas l'essentiel. J'ai du temps aussi, parce qu'on perd. Et on y goûte. On y goûte, et quand on y goûte, exactement, on y prend plaisir, parce qu'avant, ça reste un fantasme de si j'avais le temps, ou plus de temps, etc. Sauf que là, on l'a le temps. Il n'y a plus d'excuses pour dire j'ai plus le temps, puisqu'on l'a. Exactement. Et on y goûte. Et quand on y goûte, je reviens sur ces 60% du sondage de tout à l'heure, quand on y goûte, eh bien, il y a un bienfait, il y a quelque chose qui nous fait du bien. Mais oui. Et l'espoir est qu'après, il y a un changement et que les gens se disent je vais peut-être faire évoluer mon mode de vie pour être plus proche de ceux que j'aime, ma famille et aussi mes amis, peut-être moins travailler, être moins dans la course à la production, il faut toujours travailler plus pour gagner plus, etc. et consommer plus, c'est ce qui détruit la planète et finalement nous rend malheureux parce qu'on sait bien au fond de nous que ce n'est pas une nouvelle voiture ou un nouveau vêtement qui nous rend vraiment heureux. C'est ce qu'on expérimente depuis 3 semaines, à savoir les relations. C'est ça, c'est de vivre le lien, ça rejoint ta première question. Donc là, j'ai un véritable espoir. Et voilà, de goûter à ce lien, à ce qu'il émerge. Je vois à travers tout ce qui se passe, mais même ce petit projet d'inviter des gens ou de partager des choses en Facebook Live, tout ce qui émerge dans cette créativité de tiens, je me connecte sans intérêt, j'ai rien à vendre là. On est juste à partager des choses, à partager cette unicité, à partager Et qu'est-ce qu'il en émerge de la créativité, des liens, bien plus de liens qu'on aurait. J'aurais même peut-être jamais pensé à te contacter, pour reprendre cet exemple, s'il n'y avait pas cette période de confinement, parce que toi, tu es dans ta vie, parce que moi, je suis dans la mienne, on a plein de choses à faire. Et là, de laisser émerger quelque chose, tout se fait facilement. Parce que c'est au bon endroit, c'est centré et aligné avec nous. Et puis, tiens, d'un coup, j'appelle quelqu'un qui me dit, tiens, oui, je peux contacter Laurent. Et tout se fait facilement parce que tout est aligné dans cette créativité sans se dire, tu vois, sans avoir à créer un business ou quelque chose autour de ça. C'est simplement, c'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est fabuleux. Tu vois, moi, ça fait des années qu'en conférence, j'appelle à un changement de
paradigme pour notre Ouais. société. Une société qui soit plus centrée sur l'humain et moins sur le tout économique qui nous fait consommer et détruire, etc. Et en même temps, à chaque fois que j'aborde la question, je sais bien, et je le dis d'ailleurs, que les politiques pour lesquels on vote, et quels qu'ils soient, ne pourront jamais mener ce changement de paradigme. Parce que, et je ne leur en veux même pas, ils sont élus pour 4 ans, 5 ans, 6 ans pour un maire, enfin, et en 5 ans, on ne peut pas changer un modèle, parce que changer un modèle, ça déstabilise tout le système. Et aucun élu, et c'est normal d'ailleurs, ne prendra le risque de déstabiliser tout un système pour changer de paradigme, même si au bout du compte, il y a une belle promesse, c'est quelque chose de bien. Ils ne peuvent pas. Sauf que le système, il explose en ce moment. Là, pour le coup, il est déstabilisé, tout est en train de tomber par terre. C'est effrayant, je le disais tout à l'heure. Et en même temps, c'est l'occasion ou jamais pour changer de paradigme. De vivre autre C'est chose. un moment rêvé, je veux dire. Et d'ailleurs, les politiques feront ce qu'on voudra parce qu'ils ont toujours fait ce qu'on voulait. Donc, si l'ensemble du monde, c'est un moment, se réveille et s'éveille, il y aura toujours des politiques, mais ils feront les choses comme nous, on a envie. Exactement. Donc c'est là, ça il y a un fabuleux espoir. Ouais, d'accord. Mais ça, je le crois aussi, et vraiment. Alors, je ne vais pas te garder trop longtemps parce que je pourrais parler des heures. Merci pour ça. Si tu n'avais plus qu'une seule chose à partager avec les autres dans ta vie, laquelle serait-elle? L'amour, évidemment. Comment pour partager l'amour? Pardon? Comment tu le ferais concrètement pour partager l'amour? Tu n'as plus qu'une seule chose à faire, imagine-toi, et tu dois partager avec les autres voilà, une chose. Donc l'amour, tu le partagerais comment? Tout simplement en exprimant voilà, l'amour que je peux ressentir pour les autres, mais et pas que pour les autres, c'est pour la vie, pour le monde, pour la nature. Là, pour moi, c'est vraiment quand on est dans cet état d'amour qu'on se connecte à l'unité dont tu parlais tout à l'heure, clairement. Merci pour ça. S'il y a une ultime chose à faire dans la vie, c'est ça, je crois. On va s'en arrêter sur ça. La seule chose, c'est que donc pour le direct, ça, les gens auront accès. Donc, si tu en es d'accord, si tu me donnes l'autorisation de participer, je te taguerai sur les réseaux, ça va être sur Facebook, Instagram. Pour le direct, je ne vais pas revenir évidemment sur ce qu'on vient de se dire, ce serait une redite. J'aimerais te poser la question, parce que je vais te poser une question lors du direct. Quelle est la question à laquelle tu aimerais répondre? Oh la vache! Je sais pas. Si ça vient là, ça vient. Si ça vient pas, on verra en live. Le but, c'est sûrement pas de co-construire, c'est juste de laisser aller. Est-ce que tu as une question que personne t'a posée, à laquelle tu aimerais répondre ou partager quelque chose, ou qu'on t'a peut-être déjà posé, mais que voilà, que tu as envie de partager là? Le direct, ça va être le 8 avril. Je croise les doigts parce que des fois, on a des petits problèmes techniques, mais a priori, c'est réglé. Est-ce qu'il y a une question qui te... Écoute, aucune idée. Aucune idée. C'est peut-être parce que j'ai l'habitude qu'on me pose beaucoup de questions. Du coup, je ne suis pas câblé pour chercher la question qu'on ne m'a pas posée. Non, vraiment aucune idée. Je ne sais pas. Est-ce que tu as envie qu'on se prenne juste quelques secondes pour y réfléchir ou pas? Tu me dis. Ouais, je veux bien. Je veux bien. En fait, ce qui est difficile, je dirais, c'est que tu as posé d'entrée de jeu des questions essentielles. Enfin, tu vois, on a parlé de qui sommes-nous, on a parlé de spiritualité, on a parlé de l'âme, on a parlé de l'amour. Alors justement, pas des choses qu'on connaît forcément, pas des choses qu'on a l'habitude d'exprimer en conférence, pas des choses qu'on a particulièrement écrit ou quoi. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut laisser aller? Et on verra, peut-être que cette question, elle s'éteindra vite parce que voilà, ou auquel tu n'as même peut-être jamais réfléchi. Si tu avais, parce que moi je ne suis pas du tout journaliste, comme tu l'as compris, d'ailleurs c'est peut-être un peu du coq à l'âne, mais j'aime cette idée de ne pas être journaliste et donc de ne pas avoir de règles à suivre, parce que je ne les connais pas, les règles. Mais voilà, si on se posait une seconde et on se disait, tiens, ben voilà, j'ai répondu à plein de questions, quand j'ai dit je, c'est toi, tu as répondu à plein de questions, tu as écrit plein de livres. Et si un journaliste devait te poser une seule question, parce qu'après, tu ne peux plus jamais répondre à une seule question. Waouh! Écoute, je sais pas, comme ça, brûle pour point, je sais pas. Tu sais ce qu'on peut faire, Laurent? Le live, c'est le 8. Je commencerai par ça. Et si ça venait pas parce qu'il n'y a rien qui est venu, t'inquiète pas, j'aurais plein de questions à te poser. Ça te va comme ça?
Maintenant, je peux aussi te retourner la question en te disant, voilà, ça fait, je ne sais pas, une demi-heure qu'on parle, 20 minutes, Ouais. non, même presque une heure. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de savoir que j'ai pas dit, par exemple? Qu'est-ce que j'aurais envie de savoir que j'ai pas lu dans tes livres, que tu n'as pas dit? C'est une très bonne question aussi. Et je sèche autant que toi. Alors, on va devoir y réfléchir tous les deux. Ouais, sachant que moi, en fait, je suis pas forcément très bon pour réfléchir à ce genre de choses. Non, on n'est pas obligé d'y réfléchir. Moi, Parce que, j'aurais en des fait, moi, questions sur. Mais je veux pas te poser des questions, si tu veux, classiques de qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que machin. Parce que ça, n'importe qui, j'imagine, peut les trouver dans tes conférences, J'ai envie de te poser des questions qui nous amènent dans cette profondeur. Parce que je pense que. Alors, oui, ce qui émerge là en t'en parlant, c'est que j'ai cette conviction profonde de ce que tu dis, de cette unicité, etc. Je ne sais pas comment on peut arriver par cette énergie, par nos énergies, dans peut-être ce direct, etc. Comment on peut arriver à faire ressentir ça aux gens. Oui, ça c'est un beau challenge. Ça, je sais pas. À nous deux, avec l'énergie, tu vas avoir une très belle énergie dans ces lives. Il n'y a pas 20 000 personnes, il y a peut-être 200, 150, mais il y a une belle énergie. Et peut-être que moi, ce que j'aimerais, parce que je te sais connecter là, et pour moi, c'est des années de travail autour de ça, avec les neurosciences, avec les mathématiques, la physique, etc. Donc, c'est d'ailleurs ce qui a fait le succès fulgurant j'ai écrit que 2 livres, mais c'était un succès fulgurant bien au-delà de moi, parce que je crois en ça et je crois qu'à partir du moment où on se connecte à cet espace de tous les possibles, tout devient possible, quoi que tu fasses. Et j'aimerais peut-être revenir là-dessus, mais revenir là-dessus en essayant peut-être d'avoir ce challenge de faire ressentir, peut-être qu'à la fin de ce direct, on pourrait faire ressentir aux gens. Non pas de l'expliquer forcément intellectuel et mentalement, mais peut-être de le faire ressentir. Je ne sais pas comment. On peut peut-être y réfléchir, si ça te parle. Oui, ça me parle. Moi, mon petit doigt me dit qu'il ne faut pas s'interdire de revisiter les points dont on a parlé là. Alors, parfait. Parce que sinon, en fait, c'est une contrainte qui est juste ingérable. Okay. Et en plus, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, enfin, tu m'as posé des questions sur des sujets tellement essentiels que si on cherche autre chose, ça risque d'être. Ok, alors ça me va très bien. C'est pas gênant d'avoir un live et après d'avoir, je sais pas comment tu vas diffuser le reste, mais on revient sur les mêmes points. Enfin, les gens sont même peut-être contents de pouvoir réécouter certaines choses. Tu vois, donc, j'ai envie de dire, soyons libres par rapport à ça. Ça me va très bien, ça, Laurent. Vraiment. On lance le live avec Laurent, mais Laurent est avec moi. Et je suis absolument ravie parce que c'est un rendez-vous qu'on attendait depuis un bon petit moment. Et la dernière fois, je suis désolée pour la technique. Donc, je serai rassurée dès que j'aurai vos premiers likes. Je vois qu'ils arrivent, donc c'est super. Alors voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va résumer ensemble avec Laurent, mais je vais le faire rentrer tout de suite parce que je pense que vous l'attendez aussi. Et je serai rassurée quand il sera avec moi à l'écran. Le voilà. Bonjour Laurent. Bonjour Maud. Bonjour à tous. Alors voilà, soyez sympas de mettre des stickers aussi ou des pouces juste pour qu'on ne s'occupe plus du tout de la technique, qu'on soit complètement avec vous et qu'on soit sûr de vous voir. Je serai absolument rassurée. Je vais essayer d'aller sur la page en même temps. Je crois que ça arrive. Est-ce que c'est le cas? Super. Bon, vous êtes tous là. Merci d'être au rendez-vous. Excusez-moi encore. Voilà, on est tributaire de la technologie, on fait avec. Mais comme vous le savez, je pense que le plan est toujours parfait. Et que si ça ne devait pas être hier, c'est que ça devait être aujourd'hui. Sans doute. Alors, Laurent, on a fait toute une interview avant ensemble que j'ai publiée. Beaucoup de gens ont fait vraiment de belles remarques. Merci pour ta disponibilité déjà. Merci pour ta gentillesse, ton accès si simple, parce que c'est pas si simple d'être toujours disponible pour les autres et tu l'es. Merci vraiment pour ça. Je vais résumer en juste une phrase qu'on a pu se dire sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le fait qu'on est peut-être tous unis, peut-être tous une même énergie. Et j'aime beaucoup ton TEDx. J'ai renvoyé à ce que tu disais, ton TEDx sur, je ne sais plus, c'était à Marseille, je crois,
Marseille. Qui explique qu'on n'est pas qu'un métier, qu'on n'est pas qu'un statut, qu'un sexe, qu'une origine, qu'on n'est pas tout ça, on est autre chose. En tout cas, on est ça, mais autre chose. Et tu arrivais d'ailleurs dans cette interview sur le fait que le autre chose, c'est peut-être une énergie, parce que la science, depuis des années, s'y intéresse, la chimie s'y intéresse, les molécules s'y intéressent. On est quand même un tas de cellules, et dans les cellules, il y a beaucoup d'éléments, et un élément, c'est quoi? Un atome avec des électrons qui tournent autour, donc finalement… Et de l'énergie au milieu de tout ça. Et une énergie au milieu de tout ça. Alors j'aimerais qu'on revienne là-dessus, et j'aimerais… la science le démontre, les mathématiques le démontrent, la chimie le démontre, la physique quantique le démontre. Qu'est-ce que tu en dis, toi, de cette énergie? Qu'est-ce qu'on serait, alors, si on est cette énergie-là? En effet, dans ce TEDx que tu évoquais, j'expliquais ce que l'on aime, ce que l'on n'est pas, et ce à quoi on a naturellement tendance à s'identifier. Hein, parce que quand on se présente souvent par son métier ou par ses qualités ou autres, et pourtant, voilà, j'essaie de démontrer qu'on n'est rien de tout ça, même si évidemment notre métier est en lien avec qui nous sommes, d'exprimer d'une certaine façon qui nous sommes, mais on ne se limite pas à ça. Pareil pour le nom, pareil pour nos qualités, etc. Et donc la question en effet est qui nous sommes. Et on ne peut même pas se définir par notre corps, parce qu'évidemment, il n'y a pas deux corps pareils au monde, même si voilà, on pourrait avoir un frère jumeau ou une sœur jumelle qui aurait quand même de fortes similitudes, mais néanmoins, on ne peut pas s'identifier à ce corps, ne serait-ce que parce que, et on s'en rend tous compte, en vieillissant, le corps se détériore. Hein, c'est comme si un peu on perdait notre corps. D'ailleurs, un jour, je pense que c'est ce qui nous arrive, la mort, c'est ça, on se défait du corps. Et néanmoins, alors que le corps se détériore en prenant de l'âge, en vieillissant, eh bien, on ne devient pas moins soi-même. Ouais. Moi, j'ai 53 ans aujourd'hui, j'ai la moitié des cheveux que j'avais à 20 ans. Tu t'en sens bien, tu t'en sens bien. Ouais, j'ai pas mal de neurones en moins, et ça, je me rends compte quand je joue du piano et que je vois ma fille de 10 ans qui joue depuis 5 ans. Je peux vous dire que voilà, on ne déchiffre pas un nouveau morceau à la même vitesse, quoi. Et moi, quand j'avais son âge, on perd des neurones à partir de l'âge de 20 ans. D'accord. Donc tout le corps s'abîme. Et néanmoins, ce qui est certain, c'est que je n'ai pas le sentiment d'être moins moi-même qu'à 20 ans. Et au contraire, pourquoi? Précisément parce qu'à 20 ans, ne sachant pas qui j'étais, j'avais tendance à m'identifier justement à toutes ces choses qu'on citait tout à l'heure. Il n'y avait pas de métier à 20 ans, mais j'essayais de m'identifier à ma culture, ce que j'avais d'intelligence, etc., etc. Et sauf qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus moi-même qu'autrefois. Et je pense que parmi nos auditeurs, chacun peut le sentir. Quand on avance en âge, on se sent plus soi-même, alors qu'on perd nos neurones, notre corps s'abîme et se détériore. Donc on n'est pas notre corps non plus. Donc, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui reste? Et on pourrait être tenté de dire, en effet, il reste notre conscience. Quoi. Ma conscience, elle m'appartient. Quoi. Ma conscience, elle m'appartient. Ma conscience, mon âme, appelez ça comme vous voulez. Et c'est une vraie question. Est-ce que ma conscience m'appartient? Alors, vous me direz, j'en ai conscience. J'en ai le sentiment. J'ai le sentiment que oui, c'est moi qui formule ces pensées, ces images internes, ces sons internes. C'est moi qui formule des idées. Quoi. Et donc, ma conscience est bien à moi. Et on peut en effet le penser, peut-être que oui. Donc, à ce moment-là, on peut voir la conscience comme une sorte de sous-produit du cerveau. Sauf que maintenant, on tend de plus en plus à penser, de plus en plus de scientifiques pensent que la conscience n'est peut-être pas un sous-produit du cerveau. Et pourquoi il y a des recherches dans ce domaine? Tout est parti à l'origine des NDE. Donc les premières NDE recensées, je crois que ça devait être dans les années 80, par là. En fait, ça fait assez longtemps maintenant. Et où en effet, on était troublé au début que des personnes ayant vécu, donc vous le savez, un accident, une maladie, enfin des amenant dans un état proche de la mort, un état quasiment de mort cérébrale, formulent toutes le même témoignage. Hein. Alors, vous savez, souvent on parle de sensation de tunnel, dans lequel on saurait aspirer, avec au bout une lumière merveilleuse et un sentiment inouï d'amour qui nous enveloppe. Voilà. Et tous les gens qui reviennent de cette expérience, qui sortent du coma, par exemple, racontent ça. Alors, certains disaient, oui, mais c'est peut-être l'imagination. Alors, l'imagination, ça pourrait être le cas aujourd'hui, mais difficilement il y a 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas Internet. Et donc, tout le monde n'avait pas eu le loisir d'aller voyager à l'autre bout du monde, et surtout, on ne communiquait pas aussi facilement les uns avec les autres. Or, vous aviez des personnes issues de cultures très, très différentes, aux quatre coins de la planète, qui avaient le même témoignage. C'est vrai que c'est quand même assez bizarre
si c'est l'imagination, qu'on rêve tous à la même chose alors qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes référents culturels. Donc l'imagination, elle se base sur le vécu, d'accord, sur la culture. Sauf que les personnes rêvaient toutes de la même chose. C'est quand même déjà très troublant. Et puis récemment, il y a eu une expérience enfin, de mort imminente, toujours, une NDE d'un neurologue américain qui s'appelle le professeur Ibn Alexander. Et lui était atteint d'une maladie, enfin je crois qu'il avait un virus qui attaquait son cerveau et qui avait détruit quoi? Ben, il détruit dans son cerveau notamment la zone qui est le siège de l'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, il était dans un état cérébral tel qu'il ne pouvait rien imaginer. D'accord. Sauf qu'il est revenu du coma lui aussi en racontant la même chose. Il a visualisé le tunnel, l'amour, la belle lumière, etc. Et ça ne pouvait pas être le fruit de son imagination. Donc il y a autre chose. Aujourd'hui, on sait que les personnes elles peuvent avoir le cerveau quasiment détruit et néanmoins, voilà, elles perçoivent des choses. Il y a aussi, au-delà des NDE, de simples opérés qui racontent, une fois éveillés, après une opération, ils racontent à leur chirurgien ce qui s'est passé dans la pièce à côté. De nombreux chirurgiens témoignent de ça. Quoi. Et les personnes qui disent avec exactitude qu'est-ce qui se passait dans la pièce à côté, sauf qu'ils n'y étaient pas. Quoi. Donc si leur conscience était emprisonnée dans leur boîte crânienne, ils seraient naturellement pas capables de dire ce qui se passe à côté. Tous ces éléments nous amènent à penser que peut-être notre conscience n'est pas un sous-produit du cerveau. Et ce qui amène à une autre question, c'est alors qu'est-ce que notre conscience? Si elle ne m'appartient pas, si elle n'appartient pas à mon corps, ben, elle vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Et là, on peut aller sur des hypothèses, en tout cas en l'état actuel de la science. Et les hypothèses nous viennent notamment de la spiritualité orientale, puisque en Orient, chez les bouddhistes et les hindous, eh bien, on pense que la conscience n'appartient pas à la personne. En fait, finalement, c'est une sorte de fragment d'une conscience collective, et que finalement la conscience serait là, l'âme serait là avant le corps, donc avant la naissance de la personne. Ça, c'est la vision bouddhiste. Et je veux dire que cette vision est séduisante et que j'ai de plus en plus tendance à y adhérer moi-même. J'entends bien est-ce que tu ressens ça? C'est-à-dire au-delà de le comprendre, parce que tu sais, c'est un peu comme quand on nous a expliqué que la Terre était ronde il y a quelques années. Oui. On savait tous que nous, les siècles avant, la Terre était plate, on marchait sur du plat, ça montait, ça descendait, mais pour nous, c'était plat. Jusqu'au moment où on découvre les différents pays et on se rend compte que la Terre est ronde. Et encore aujourd'hui, on le sait, il y a des satellites pour nous le montrer, etc. Mais notre ego derrière, c'est quand même compliqué pour nous de s'imaginer sur cette planète avec une Terre ronde qui tourne à une vitesse vertigineuse. Il y a toujours cette barrière. Est-ce qu'on pourrait dire que, alors que la science a quand même touché du doigt cette énergie, en tout cas, on sait dire qu'on est énergie, qu'on est vide, qu'on est énergie, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces informations d'énergie, ça c'est vrai, on ne sait pas le démontrer complètement, mais est-ce qu'on peut faire ce même parallèle pour toi qu'à un moment, si on est cette grande énergie, naturellement, on n'est plus séparés les uns des autres. On est une grande masse et une grande énergie. Sauf que pour notre ego, comme voir cette Terre ronde, c'est compliqué quand même. Mais oui, c'est compliqué parce qu'on s'accroche à notre ego. Parce qu'évidemment, on a envie d'exister et d'exister individuellement. On a envie même de se prouver, de prouver aux yeux des autres qu'on a une vraie existence intrinsèque, une valeur intrinsèque. Donc ça, et notre ego nous pousse à cela. Quoi. Donc c'est notre ego qui nous pousse, comme je le racontais dans cet Adix, à s'identifier à un certain nombre de choses, par exemple, valorisantes, parce qu'on a envie de donner aux autres une bonne image de nous-mêmes, et on a envie que tout le monde voit la valeur qui est la nôtre. Pour une raison simple, d'ailleurs, c'est qu'on a besoin d'être aimé. C'est notre seul besoin primaire. Voilà, exactement. Exactement, et d'ailleurs ça nous fait du bien quand on croit, à tort ou à raison d'ailleurs, voir des regards positifs sur nous, d'admiration ou autre. Sauf que, il y a quelque chose qui déjà m'a troublé depuis très très longtemps, c'est que c'est en fait paradoxalement, quand on lâche prise sur ce besoin de reconnaissance, lorsqu'on lâche prise sur notre ego, on pourrait dire, qu'on se sent plus heureux. Ce qui est très étonnant, parce qu'on peut passer notre vie entière à essayer d'exister et à prouver notre valeur. C'est quand on lâche ça, qu'on lâche même ce besoin d'individualité, d'exister donc séparément des autres, on se sent plus heureux. Moi, je peux vous donner plusieurs exemples. Déjà, une anecdote personnelle qui remonte à assez longtemps, parce que j'avais 11 ou 12 ans. Je faisais à l'époque de la guitare classique au conservatoire.
Et c'était un instrument, comme vous savez, qui joue essentiellement sol. Et ça m'allait très bien, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, j'étais tellement timide que j'étais pas avec les autres, même ceux de mon âge, quoi. Puis un jour, mon prof a dit, tiens, on va faire un trio ou un quatuor, je me souviens plus. Enfin bref, il a réuni 3 ou 4 de ses élèves et il a dit, on va jouer ensemble. Moi, j'étais pas très content parce que c'est pas pour ça que j'avais choisi cet instrument, hein. Qui se jouait ça, justement. Mais bon, j'étais bon élève, voilà, un peu soumis, donc j'ai pris la partition et j'ai appris ma part de la musique. Et je me souviens, mais comme si c'était hier, alors ça remonte à 40 ans, ce jour où on s'est retrouvés ensemble, tous les 3 ou tous les 4, je sais plus, et pour jouer ensemble. Et donc chacun avait une partition différente, hein, parce que c'est l'ensemble des 4 morceaux qui faisaient le quatuor. Et je me souviens que je me concentrais sur ma partition, en essayant surtout de me couper du son des autres guitares pour entendre le son de la mienne. Parce que je me disais, Oui, tu as travaillé. une cacophonie, si j'entends plus ce que je produis, je ne pourrais même pas jouer. Donc je me concentrais sur ma partition et mon son. Et puis voilà, on a joué une première fois, puis une deuxième fois, et puis au bout de quelques fois, il y a eu un phénomène très étrange, une sorte de lâcher-prise en moi, où je n'entendais plus du tout ce que je produisais, le son que je produisais, et j'entendais le son que nous produisions. Et c'était assez étonnant, quoi, parce que c'était assez vertigineux d'abord, parce que je continuais de jouer, et pourtant je n'entendais plus tout ce que je jouais. Par contre, j'entendais ce qu'on produisait tous ensemble, et c'était beau. Au-delà de toi, d'ailleurs. Et ben voilà, et en fait, le son qu'on était capable de produire à 3 ou 4 me touchait beaucoup plus que le son que j'avais jamais été capable de produire moi-même. Et donc, c'était très, très troublant. Il y avait une sorte d'abandon de l'individualité et qui était associé à un sentiment ouais, de bonheur, je peux dire, une joie assez intense. Mais on peut citer aussi autre chose, et que tout le monde a vécu, c'est l'amour, bien sûr, le sentiment amoureux. Qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux, en fait? Ben, en fait, il se passe qu'il y a une forme d'abandon de soi, c'est-à-dire on est tellement focalisé sur l'autre, quelque part on se fond dans l'autre, et donc, il y a une forme d'oubli de soi, enfin, on s'oublie soi-même, on n'existe plus, on ne s'intéresse plus, c'est-à-dire notre ego n'est plus là. Quand on Il n'y a pense plus que... de temps, il n'y a plus rien, il n'y a plus de temps, on est complètement fondu dans l'autre, on est complètement. Et néanmoins, vous avouerez qu'on se sent extraordinairement bien quand on est amoureux. D'accord? Alors, au-delà de l'amour conjugal, moi, c'est quelque chose que je vis aussi sur le plan, enfin, dans différents domaines, je dirais, c'est dans ce que j'appelle l'état d'amour, c'est-à-dire quand moi, je ressens de l'amour pour, je sais pas, pour les plantes, pour mon jardin, pour les fleurs, pour les oiseaux, pour les animaux, pour les autres personnes. Voilà, je ne vis pas en permanence dans cet état, malheureusement, hein, mais ça m'arrive, je sais pas, parfois ça va être ne serait-ce que 10 minutes dans une journée, parfois ça va être un peu Non, plus longtemps. C'est un état qui est extraordinaire. Et quand je rejoins cet état, je pense pas à moi, hein. Vous voyez, je ne m'intéresse plus à moi, quoi, quelque part. Je suis absorbé par quelque chose de plus grand, quoi. Moi, il m'arrive, pas tous les jours, hein, mais de marcher dans la rue, cette voie des inconnus, et de ressentir énormément d'amour pour des gens ouais, que je connais pas, quoi. Et c'est un état extraordinaire. J'adorerais pouvoir vivre 24 heures sur 24 comme ça, quoi. c'est ça. J'adorerais. C'est ce vers quoi on tend d'ailleurs, à chaque fois que tu es dans cet état d'unité, finalement, tu es dans l'état d'amour plein. Tu te sens, toi, plein de cet amour et tu diffuses cet amour de façon pleine. D'ailleurs, ce qui me fait penser on pourrait même aller en contre-exemple, qui est que quand on agresse quelqu'un, mais même verbalement ou même simplement d'avoir une pensée négative sur quelqu'un, eh bien, sans même le dire, on voit qu'on se fait du mal à soi. Il y a finalement ce renvoi, c'est la même chose qui est cet état qui nous prend complètement, tu le disais, c'est le même état, cette joie profonde. D'ailleurs, quand tu goûtes à ça, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Tu disais, bah oui, de tomber amoureux, c'est cette même joie, ou d'être en amour, mais c'est exactement cette même puissance finalement. C'est cette même puissance. Et en contrepartie, bah, effectivement, l'autre facette, c'est de pouvoir le ressentir aussi quand simplement on a une mauvaise pensée, sans même être en conflit avec quelqu'un, bah, on se rend compte qu'on s'agresse soi-même. Donc c'est finalement au quotidien qu'on peut ressentir cette unité, cette unicité, cette unité. Tout à fait. Et quand on a bien conscience, d'ailleurs, à ce moment-là, on change un peu d'objectif. On passe de je veux montrer que j'existe indépendamment des autres et que je suis meilleur que les autres, ou plus intelligent, plus beau, je ne sais quoi, à je veux vivre l'harmonie avec les autres.
Et ça fait penser évidemment à la philosophie des Amérindiens, qui sont plus que tout attachés à l'harmonie, à leur place au milieu d'un grand tout, leur place dans la nature. Enfin, on sait qu'ils font des prières pour prélever une plante ou un animal. Et moi, je me souviens, il y a des années, c'était en 1998 de mémoire, Oui. je me souviens d'une retraite spirituelle que j'avais faite auprès d'un chaman péruvien. Mais c'était au sein d'un groupe d'occidentaux. Et il y avait eu un vol dans le groupe, quoi. Et en fait, quand la personne qui avait été volée, je ne sais plus ce qu'on lui avait volé, peu importe, quoi, on avait parlé, le Péruvien avait dit, mais pourquoi la personne qui a fait ça, pourquoi cette personne se fait ça à elle-même? C'était assez incroyable. Pour lui, le fait de faire du mal à quelqu'un d'autre revenait à se faire du mal à soi. Et c'est d'abord se faire du mal à soi. Ouais. C'est Oui. d'abord faire du mal à soi. Et quand on l'expérimente, c'est là que naturellement, et quand on fait du mal à l'autre, finalement, c'est qu'on est dans cet état de peur, pas dans l'émotion de la peur, mais dans cet état où finalement on a peur de manquer, on a peur d'être moins bien que l'autre, on a peur d'un tas de choses, ou alors d'être dans cette joie profonde dont tu parlais tout à l'heure, cette unicité. C'est l'amour, c'est les deux états racines possibles finalement. Et on peut l'expérimenter à chaque seconde parce qu'on peut, ce que j'expliquais dans le livre, c'est on peut passer d'une porte à l'autre, une fraction de seconde à l'autre, simplement dans cette conscience que finalement, tiens, là je suis dans ma peur, donc je suis envieux, jaloux, je trouve l'autre mieux que moi, etc. Ou alors passer finalement, je mets de la confiance sur cette peur et je suis dans cet état-là. Et quand je suis dans cet état-là, tu le disais, même en rencontrant une fleur, une personne que tu connais pas, tu peux ressentir cet amour profond. Mais oui. C'est cette expérience-là qui est assez exceptionnelle. Pour moi, un travail spirituel consiste à passer de la peur à l'amour. De la peur, et la peur avec un grand P où on met tout ce qu'on veut derrière, y compris peur de ne pas être reconnu, à cet état d'amour où finalement on n'est plus à s'interroger sur soi et on se connecte avec les autres. Et en fait, pour moi, ce qui permet le passage, il n'y a pas un élément, hein, bien sûr, c'est le travail d'une vie, mais ce qui est essentiel, en tout cas, dans un tel travail, si on a envie d'aller vers l'unité, vers cet état d'amour, c'est commencer par un travail au niveau psychologique. Pour moi, l'erreur, c'est d'aller trop tôt vers le spirituel. Et en quoi c'est une erreur? Parce que je pense que pour bien vivre notre vie sur Terre, notre vie incarnée, il est nécessaire de nettoyer d'abord la psychologie. On a tous des problèmes psychologiques, on a tous différents types de peur, de colère, de reconnaissance, d'image, etc. Et tant qu'on n'a pas travaillé sur nos problèmes pour les résoudre à peu près, hein, ben à ce moment-là, on ne peut pas savourer vraiment la vie, quoi. On ne peut pas réaliser ce qu'on a envie de réaliser dans la vie. Et il est vain de se connecter au spirituel si on ne fait pas ce travail au niveau psychologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas le remplacer, quoi. C'est-à-dire, en fait, ça va nous empêcher d'aller vers cet état d'amour. Vous voyez, c'est ce qui va faire que vous allez vous dire, il y a moi et l'univers, ou moi et Dieu, si vous croyez en Dieu, quoi. Et donc, je ne veux pas voir mes problèmes, je ne vais surtout pas les résoudre. Oui. Bien sûr, et d'ailleurs, ça mène aussi à, dès qu'on se lance dedans et qu'on n'a pas résolu ses moindres problèmes, on se rend compte qu'on comprend un truc, ça y est, j'ai tout compris. Et en fait, on a l'impression que plus on avance, je ne sais pas si ça te fait ça, mais plus on avance et on se rend compte que moins on comprend et qu'il y a encore un monde à comprendre et qu'on avance d'un millimètre à un millimètre. Mais ce millimètre-là, il est extraordinaire parce que ça fait un bien fou d'avoir compris ce millimètre-là. Et c'est peut-être pas énorme en une vie, mais ça change une vie. Donc, je te rejoins sur le fait qu'il faut mettre de la lumière déjà sur nos propres boulets. Et ça, c'est le travail d'une vie, peut-être. J'ai un exemple qui illustre bien ça. J'ai rencontré une fois une femme qui avait un gros problème dans ses relations avec les hommes. Et ça s'expliquait très bien par un passé familial compliqué sur le plan des relations hommes-femmes. Et arrivée à un certain âge, elle était toujours célibataire, quoi. Oui, mais ça change. Mais c'était pas un choix, c'était subi, quoi. Mais elle disait, c'est pas grave parce que je suis mariée au Seigneur. Et en fait, c'est juste dommage, quoi. En effet, il y a moyen d'oublier qu'elle a un problème dans la relation homme-femme, et puis se dire, mais c'est pas grave, je suis mariée à Dieu. Et en même temps, c'est super dommage, quoi. Elle a un vrai problème psychologique, et en plus qui s'explique, qui vient de problèmes dans sa famille, qui ne sont pas les siens, mais qui sont devenus les siens de facto. Et à un moment donné, elle peut résoudre ça. On peut travailler avec un thérapeute sur le plan psychologique pour résoudre ça. Et après, libre à elle de se marier, d'être en couple ou d'être en effet juste concentrée sur le Seigneur. C'est son choix. C'est plus par défaut. Après, c'est vraiment une question de confiance.
Et effectivement, et ça change tout parce que quand on fait ses choix en conscience, on les fait aligner avec soi et non pas par défaut pour fuir quelque chose, Voilà, ce c'est qui est ça. vrai dans tous les domaines. Est-ce que toi, justement, tu le dis d'ailleurs à travers, déjà tu partages beaucoup de clés à travers tes livres et dans tes conférences, tu le dis, ce que tu as aussi fait ce chemin et ce long parcours de travail sur soi, à travers différents outils, à travers… et je pense que c'est le travail d'une vie d'ailleurs, je Oui, pense qu'on c'est jamais fini finalement, mais en tout cas, se délester d'un certain nombre de boulets, ça aide quand même effectivement à aller connecter autre chose. Tu parlais après de spiritualité, justement, d'aller connecter cette spiritualité, parce que dans spiritualité, il y a plein de choses. J'entends à travers ce que tu as dit que c'est ce passage de la peur à l'amour et puis de l'amour avec un grand A, pas que l'amour de ta femme ou de tes enfants, mais plutôt avec un grand A et connecter cette joie profonde, cette unicité, cette joie profonde. Et je trouve que déjà de la connecter même 10 minutes par jour, c'est déjà énorme. Parce oui. que c'est un travail de… Déjà, quand on la connecte une fois, c'est déjà énorme. Puis après, de la connecter petit à petit chaque jour, à travers justement un lever de soleil, à travers la rencontre ou de croiser quelqu'un et de sentir cette joie profonde. Est-ce que toi, tu as des rituels? Alors, quand je parle de rituels, prends-le vraiment de façon rationnelle ou pas d'ailleurs, mais qui t'aident justement à connecter davantage ça. Parce que c'est une volonté. La première chose, tu es d'accord avec moi, que c'est tu y vas parce que tu as la profonde volonté d'y aller. Parce que quand tu connectes ça, tu sens à quel point tu es bien. Est-ce que toi, tu as je sais pas, un rituel, quelque chose qui t'aide à te dire, bah tiens, là je sors, je suis plutôt bien en moi, et puis hop, je rencontre quelqu'un. Est-ce que entre le moment où tu rencontres et que tu connectes ça, et puis le moment où tu sors, par exemple, est-ce que, je sais pas, tu as des rituels, tu t'es posé, tu t'as dit, dis-moi. Ok. Alors, Tu en comprends ma fait, question? Elle est ouais, claire, très bien, Laurent? je comprends. Elle est Oui, c'est clair. claire? Je pensais les sourcils, parce que je voyais ton image se figer un peu, je me suis dit, oh là là, pourvu que ça ne se fige pas pareil. Donc, je vais être On va tenir, on va tenir. Alors d'abord, je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as évoqué pendant ta question, où tu disais le travail au niveau psychologique, c'est le travail d'une vie. Alors, c'est juste, bien évidemment. Et en même temps, c'est bien d'avoir à l'esprit que enfin, le but, c'est pas de résoudre la moindre micro-difficulté qu'on peut avoir, quoi. Parce qu'on peut aussi passer 15 ans sur un divan, d'accord? Ouais. Et c'est pas ça qui va nous aider à nous connecter aux autres. Si on passe trop longtemps, je dirais, en psychothérapie, alors après, on a pris tellement l'habitude de tourner notre attention sur soi, de se regarder le nombril et de regarder nos problèmes, que après on se coupe des autres. C'est aussi un moyen de se couper des autres. Donc moi, je suis vraiment adepte des thérapies brèves. C'est-à-dire, ok, on a tous des problèmes, allons résoudre nos problèmes, allons voir un thérapeute, chacun choisit son approche thérapeutique qui lui Ouais, convient. d'accord. Donc, voilà, je ne veux même pas en préconiser certaines, mais viser une thérapie brève, quoi. Dites-vous, ok, je me donne, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans pour aller à peu près bien. Il ne s'agit pas d'être hyper Je zen, suis d'accord. Ouais. mais se dire, ok, globalement, je vais bien. Globalement, j'ai appris à m'aimer. Je sais que je suis quelqu'un de bien. Voilà, je sens que j'aime les autres aussi sans attendre des trucs en retour, sans être dans les jeux psychologiques ou un amour biaisé ou je ne sais quoi. Et globalement, j'ai à peu près le courage de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Voilà, juste ça. C'est ok d'avoir des petits problèmes. Ne passez pas 20 ans sur un divan, quoi. Je Ok. pense que, je pense que C'est important. je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense aussi que c'est souvent quand on me demande, mais alors qu'est-ce qu'il faut utiliser des outils, faire des stages, des machins, je pense que non, je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de vivre cette boulimie, mais plutôt d'expérimenter pour de vrai Oui. soi-même, Alors, soi-même avec notre et en quotidien. revanche, je pense que l'intervention d'un thérapeute, c'est une vraie aide. Moi, j'ai commencé tout seul dans mon coin, parce que j'ai commencé à travailler sur moi, j'avais 22, 23 ans, parce que c'était devenu insupportable. Ma vie était devenue insupportable, tellement j'avais de problèmes au niveau psychologique. Donc j'ai commencé tout seul, par des lectures, après par des formations, parce que je travaillais sur moi de manière indirecte. Je n'avais pas le courage de pousser la porte d'un psy, d'accord? Et c'est trop impliquant pour moi, quoi. N'empêche que j'ai pu évoluer comme ça, mais plus lentement que lorsque, des années plus tard, je suis quand même allé voir un psy, j'ai poussé la porte d'un psy, et là, ça a été assez rapide. C'est des gens dont c'est le métier, quand même, ils sont là pour ça, vous voyez. Alors, il faut Poser les pouvoir bonnes que questions, un évidemment. certain groupe, et que c'est pas évident pour tout le monde, mais quand on peut, c'est super de le faire, quoi. D'accord? Mais pas des années, quoi, voilà. Se donner un laps de temps assez court. La deuxième partie de ta question Je ne l'ai pas évoquait oublié. d'éventuels rituels. Qu'est-ce qui, moi, me permet de rejoindre cet état d'amour? C'est pas vraiment un rituel, quoique il a lieu tous les jours, ou quasiment tous les jours. Moi, c'est d'aller marcher dans la nature. Parce que j'ai très tôt découvert
que dans la nature, d'abord, mes problèmes s'évanouissaient, hein, pas mes problèmes psychologiques, mais les problèmes qui peuvent me préoccuper, les problèmes administratifs ou je ne sais quoi. Très tôt, j'ai découvert dans ma vie que c'est en allant dans la nature que voilà, je devenais complètement zen. Et puis plus tard, j'ai découvert aussi qu'en étant dans la nature, enfin j'ai compris plutôt que mon ego se dissipait dans la nature. Parce que dans la nature, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Hein. Donc quand on est dans la nature, voilà, on apprécie juste l'instant présent, comme dirait ce cher Eckhart Tolle, n'est-ce pas? Et on savoure l'état d'être, simplement. On savoure le fait que c'est quand même assez jouissif de vivre, juste d'être en vie, quoi. Et ça, moi, je le ressens pleinement dans la nature. Donc j'y vais tous les jours, ou presque, hein, sauf que le temps vraiment le permet guère. Et je sais que ça m'aide à rejoindre cet état. Parce que moi, quand je suis dans la nature, tout de suite, je tombe amoureux de tous les arbres que je vois, le moindre petite fleur, petite plante. Je suis vraiment en admiration, quoi. Je suis comme là, dessus. Pardon? Et tu es là, dessus. C'est-à-dire que tu les vois et il n'y a plus que cet instant qui compte. Oui, c'est une forme de méditation de pleine conscience. Dans la nature, moi, je ne rêve pas autre chose. Bien sûr. Même si je suis un grand rêveur par ailleurs, et c'est un peu mon métier qui appelle à ça, que je suis souvent dans mes histoires, même quand je suis en train de me brosser les dents ou autre. mais là, dans la nature, non, je suis pleinement présent à ce qui se passe, quoi. C'est vraiment la pleine conscience. Merci vraiment, Laurent. Je bénis les dieux qu'on ait réussi à aller jusqu'au bout, vu l'état de la plateforme. Merci vraiment, parce que c'est un cadeau de t'avoir eu. Le live se termine, il dure une demi-heure, comme je te le disais. Ôte-moi juste d'un doute, parce que tu disais tout à l'heure, j'ai 53 ans aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui même, si? Non. Ah, ok, j'avais juste un doute. J'avais juste un doute là-dessus, parce que je me suis dit, non, quand même, on va pas passer à côté. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter bon anniversaire à des lecteurs, Delphine Trévol tout à l'heure, qui faisait son anniversaire, donc bon anniversaire à toi. Et voilà, donc je me suis dit, je veux pas que ça. C'était un très beau moment, Laurent, et surtout, c'était une très belle rencontre. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que, et ça ne m'étonne pas, j'ai lu tes livres, hein, bien sûr, je connais tes livres, parce que vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à les lire, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu es exactement à cette image-là. Je ne sais pas si tous les auteurs sont comme ça, mais tu sais, dans cette envie de partager, je pense que le partage, tu as écrit, et ça sent les livres, non pas pour moi j'appelle ça s'écouter, s'écrire, et s'écouter, écrire. Beaucoup d'auteurs qui, à mon sens, s'écoutent écrire, et toi, on sent que c'est pas ça. Tu as écrit pour les autres, et ça se sent, et voilà, on se connaissait pas il y a une semaine, je t'ai appelé, tu m'as dit oui, et voilà, tu offres ça avec toute cette patience, avec toute cette technologie qui me dépasse complètement. Je voulais vraiment te remercier, parce que c'est un énorme cadeau pour moi, pour les gens qui nous écoutent. Je sais qu'ils avaient vraiment envie que tu sois là. Peut-être une toute dernière question qui pourrait être, t'écris un livre là, on en attend un autre, sans sujet. Je vais pas te poser dans des questions, mais au moins ça, t'es dedans. Je suis en pleine écriture. Ah, bah, écoute, alors doublement merci, parce que je sais à quel point c'est pas toujours simple d'en sortir, et merci de nous avoir offert cette belle parenthèse. C'était une très belle rencontre. Merci à toi, Maud, merci à tous. C'était une joie de partager ce moment avec vous. Je t'embrasse fort, Laurent. À très bientôt et prends soin de toi. Prenez soin de vous tous. Bientôt. Je vous embrasse tous très fort aussi. C'était un immense plaisir de vous retrouver. Ben voilà, ça a marché. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci et désolé encore une fois pour tous ces problèmes. On va essayer de faire mieux avec la technique pour les prochains lives avec invités. Je sais que quand il n'y a pas d'invités, c'est tout ça. Je vous embrasse tous très fort. Vraiment, restez avec nos conseils, même si je sais que ça peut durer encore un peu. Prenez soin de vous, restez à la maison. On avance tous ensemble. Je vous embrasse et à très bientôt. On se retrouve samedi pour le prochain live. À très bientôt. Au revoir.